BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel. C'est Régis Jancovici qui est avec nous à présent en plateau, le fondateur de Luxavie et membre du cercle des analystes indépendants. Régis, bonjour et bienvenue. Bonjour Grégoire. Votre sujet, c'est les ETF. On en avait parlé avec vous en décembre dernier, je crois que vous étiez venu nous voir. Alors vous êtes défenseur des ETF, c'est un outil que vous utilisez d'ailleurs dans les allocations que vous pouvez proposer à vos clients. On parlera d'allocations, on parlera de marché avec vous, mais peut-être, alors ça fera peut-être bondir les gérants actifs, j'en sais rien, il y a sur ce match qui est peut-être d'ailleurs parfois un peu factice entre la gestion passive, la gestion active, mais voilà, on peut pas être naïf, on peut pas nier le poids aujourd'hui que représente la gestion passive et les ETF dans les marchés financiers. Pourquoi est-ce que vous défendez aujourd'hui les ETF ? Alors je voudrais dissocier deux débats qui sont vraiment différents. C'est le débat gestion active, gestion passive et le débat ETF contre PCVM. Vous dites on peut faire de la gestion active avec des ETF ? Complètement, tout à fait. D'abord, la gestion active peut être implémentée au sein des ETF. Et ça, je pense que c'est ce qui nous attend demain. Et pour dire les choses très clairement, je pense que l'OPCVM, alors attention, quand je dis OPCVM, je sépare donc des ETF, parce que d'un point de vue juridique, l'ETF est un OPCVM. Pour des facilités de langage, pour que je être bien compris, quand je dis OPCVM, c'est hors ETF. Donc, la structure OPCVM va disparaître. Elle doit mourir, parce que c'est une structure obsolète d'un autre temps. On ne peut pas aujourd'hui, mais peut-être j'aurais pu dire ça il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, acheter un actif à un cours que vous ne connaissez pas. Quand vous achetez un OPCVM, vous passez un ordre. Alors avant le cut-off, vous savez jamais trop si c'est 10h, 11h midi, voilà, et puis vous êtes réalisé sur une valeur liquidative qui est connue le lendemain, sur la base des cours de la veille. Et dans des marchés qui cotent en continu, vous dites c'est plus possible. Mais non, c'est pas possible. Je me suis livré un petit exercice avant de venir. J'ai regardé l'écart moyen depuis le début de la crise entre le plus haut et le plus bas d'une journée. Vous avez une idée comment c'est ? Non, dites-moi. 3%. Sur un OPCVM, 3%. Non. Ah, sur le marché. J'ai pris le CAC. D'accord, il y a 3%. Ouais. Ça veut dire que quand vous achetez un OPCVM, vous jouez à pile ou face sur votre cours d'acquisition. 3%. À 300 points de base, c'est énorme. C'est énorme. Et puis c'est 3% à l'aller, c'est 3% peut-être à la vente également. Mais quand vous dites cette structure OPCVM hors ETF, elle doit disparaître, elle va mourir, enfin, c'est un vœu de votre part ou c'est une démarche qui est en cours et qui va aboutir à la disparition de ce genre d'enveloppe, de structure Quand on est dans un monde concurrentiel et libre, une structure, un service, un bien qui est inférieur à un autre est voué à disparaître. Alors quand en plus il est 10 fois plus cher qu'un service, qu'un produit qui est tel que l'ETF, alors on se dit pourquoi ça existe. Non. En revanche, je ne parle pas de la gestion active. La gestion active continuera à perdurer. Et elle va perdurer, et on le voit bien, la tendance aux États-Unis, et qui commence vraiment de manière très très gentille en Europe, c'est les ETF non transparents, les ETF de gestion active, où la liquidité est proposée sur le marché pour acheter de la gestion active. Oui, c'est ça. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'un ETF, on a une cotation permanente pour ce type de fonds indiciels. Tout à fait. Alors, au-delà du fait que les frais sont très très réduits, les commissions sont très très réduites, il y a ce phénomène de cotation permanente qui, pour vous, est un atout. Je voudrais dépasser ce débat. Effectivement, c'est pas cher. Là, je pense que le message est bien passé et c'est très clair. Mais les atouts de l'ETF ne s'arrêtent pas là. Et donc, la cotation en continu est un avantage important. J'attire aussi l'attention de tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Ce n'est pas parce qu'un ETF ne cote pas de la journée et qu'il y a volume échangé 0 que c'est pas un ETF hyper liquide. D'accord ? C'est juste qu'il y a... Alors, il y a deux choses. Allez-y. Soit qu'il n'y a pas eu d'intérêt dans la journée, mais il y a une fourchette d'achat et vente. Soit il y a eu des échanges hors marché, qui en général constituent à peu près 3/4 des échanges, et que on ne voit pas, qui sont un peu en souterrain. Alors vous dites aujourd'hui, on peut très bien, avec des ETF, des instruments indiciels, répliquer finalement un fonds de gestion active. Alors c'est ça qui est absolument dingue. Quand on a trouvé ces résultats-là, il y a à peu près 2-3 ans, on a été les premiers surpris. Parce que on a fait un peu comme tout le monde, on a fait nos devoirs. On a lu Fama et French, qui nous explique qu'un actif, donc un OPCVM, son évolution, sa performance, s'explique par son exposition à différents facteurs de risque.
Ces facteurs de risque, ils ont été nommés, la value, la croissance, la taille de capitalisation, le niveau des dividendes, et puis il y en a quelques-uns, mais avec déjà ceux-là, on explique 80-90% de la performance d'un OPCVM. Quand on sait qu'à côté, il y a l'ETF qui donne accès à ces facteurs de risque, on s'est posé la question, est-ce qu'en prenant un OPCVM de gestion active, est-ce qu'on peut le reproduire avec un portefeuille d'ETF qui ne va pas bouger pendant 5 ans. D'accord ? C'est le donné de départ, c'est ça. Ouais. On ne bouge pas pendant 5 ans. Pendant que le gérant actif, lui, s'active. Voilà. Ouais. Et on a trouvé que dans à peu près 80% des OPCVM, on peut répliquer l'OPCVM avec une corrélation de 98%. Donc, plus de 3/4 des cas, 98% de corrélation. On a poussé l'exercice encore plus loin, c'est qu'on n'a pas cherché à répliquer l'OPCVM, qui est chargé donc en moyenne 2% de frais de gestion. On a réintégré à l'OPCVM ces frais de gestion. Comme si le gérant avait géré pour gratuit. Voilà. Et avec ça, on arrive à répliquer les choses. Alors, pardon, je suis venu un peu les mains vides. J'espère qu'on aura l'occasion de poursuivre ce débat parce qu'il est juste passionnant et qui remet en cause un tas de convictions chez beaucoup d'investisseurs. C'est une transformation industrielle pour les métiers de l'asset management que vous êtes en train de décrire, Régis. Tout à fait. Non mais c'est ça. Absolument. On parle de l'asset management comme d'une industrie. Là, vous expliquez une rupture industrielle peut-être devant nous. Complètement. Et je pense que il n'y a pas encore beaucoup d'établissements qui ont intérêt à le dire. On a la chance d'être libre. Moi, j'ai pas toujours fait que de l'ETF. J'ai été gérant, je faisais du stock picking, de la sélection de fonds, des produits structurés. J'étais gérant diversifié. Et devant une évidence, j'ai dit en 2007, on va ne faire que de l'ETF. Voilà. Et on m'a dit au début, des copains qui travaillent dans l'asset management, ouais, t'es peut-être un peu tôt, mais t'as raison. Et à chaque fois, j'entends, t'as raison, mais voilà. Mais on voit, moi, ça fait 10-15 ans que je suis ça. Effectivement, au début, c'était quelque chose une niche. Et alors, aux États-Unis, ça fait longtemps que le marché des ETF est très développé, conséquent, notamment auprès des particuliers. On parlait des traders Robinhood. Il y a aussi tout ce marché ETF pour les particuliers sur le marché américain. En Europe, c'est en train de prendre effectivement une ampleur importante. Année après année, c'est quand même un marché qui grossit, Régis. Bien sûr, non, mais on voit la décollecte sur de l'OPCVM et la collecte sur l'ETF. Et les crises où à chaque fois on entend, oui, mais on a besoin de gestion active pendant les crises, on s'aperçoit qu'à la sortie de la crise, la gestion collective n'a pas protégé, elle ne bat pas ses indices de référence dans les marchés baissiers, et 2, on voit à chaque fois la collecte des ETF s'accélérer. Chez Luxavi, vous proposez un certain nombre d'allocations à travers justement donc les instruments ETF dont vous nous parlez, Régis. Quel type d'allocation là vous paraît approprié aujourd'hui dans ce marché qui est plutôt pas mal, hein. Enfin, je veux dire, le marché action est quand même plutôt bien après 3 mois de rebond là. Alors c'est vrai que ces marchés financiers sont un peu compliqués à appréhender aujourd'hui. Tout le monde parle à juste titre du grand écart entre l'économie et les marchés financiers. Et tout le monde s'interroge si la reprise va être en V, en U, en L. C'est l'économie réelle qui rattrapera les marchés financiers ou est-ce que le rattrapage se fera en sens inverse ? Alors si vous me permettez un petit trait d'humour, mon vœu c'est que la reprise se fasse en P, mais P le mot, pas la lettre, et qu'on puisse avoir un petit peu de calme et de sérénité et donc une volatilité un petit peu plus basse pour réanalyser les choses de manière avec des outils un peu plus traditionnels, parce qu'il faut bien voir que les outils traditionnels ont failli. Puisque on a vu les personnes passer sur les plateaux pour dire en gros je ne comprends pas ce qui se passe, ce n'est pas normal, et c'est pour ça que beaucoup de clients et beaucoup de personnes à qui on parle nous disaient ça doit baisser, forcément, on va les retoucher les plus bas. Bon, on l'entend. Il y a eu beaucoup de pessimisme effectivement dans cette phase. On n'a jamais vu une telle remontée, on est monté de 35% avec un pessimisme incroyable. Et donc forcément, on en conclut une chose, c'est qu'il faut forcément de nouveaux outils. Et que finalement, plutôt qu'une démarche top-down classique, qu'on fait malgré tout, on va chercher au sein du marché les moteurs pour déterminer sa tendance et de savoir à partir de quel moment l'histoire, les moteurs qui sont dans le marché vont passer de reprise économique par déconfinement et relance, etc., plan de relance, à je m'inquiète de la situation politique, je m'inquiète des valorisations. Ce swing-là,
on ne sait pas dire quand il se passe. Mais il faut garder le stéthoscope sur le marché. Et donc, pour répondre à votre question... En permanence, le sentiment peut varier, peut changer d'un sujet à l'autre. Alors, on essaye de... Les clés des allocations... d'évacuer le bruit pour garder le message central. Les allocations, alors je veux juste en citer deux, mais vraiment très rapidement, parce que c'est disponible sur notre site et j'invite chacun à aller sur luxavi.fr. On a créé une allocation qui s'appelle Post C19. On n'a pas voulu citer Covid, trouver ça un peu agressif. Post C19... Tout le monde comprend ce dont on parle, oui. C'est de dire quelles sont les thématiques qui vont bénéficier de l'après-Covid. Alors, c'est pas simplement de dire digitalisation, travail à domicile. Ok, on a une poche à peu près de 25% sur cette thématique-là. C'est également de dire, voilà, le pétrole a énormément baissé, il y a des économies qui vont en bénéficier, qui sont gros consommateurs. Je pense par exemple à l'Inde. C'est également de dire, la liquidité est là pour longtemps. Liquidité, donc métaux précieux. On était beaucoup sur l'or, ça fait 2 ans qu'on dit un peu partout qu'il faut acheter de l'or. Aujourd'hui, on fait un petit pas en arrière. On a acheté il y a 6 mois beaucoup d'argent. Oui, bien sûr. Voilà. Et la quatrième poche, c'est la dette des États. Pas la dette financière des États, la dette envers les peuples. Les États ont une dette envers les peuples pour dire plus jamais ça. Ils ne peuvent plus payer un Covid-20. Voilà. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire ? On a essayé de décliner ça en investissement. Je pense qu'ils vont... Et ils le disent, développer les énergies vertes. Donc aujourd'hui, on a un ETF sur les valeurs solaires. Ils vont investir pour que les hôpitaux aient du matériel de qualité. Donc il y a un ETF sur le matériel médical. Et le troisième, si je m'en souviens bien, c'est... Si vous l'avez pas, c'est pas grave, Régis, on je l'ai, deux. Hein. je l'ai ici sur la recherche médicale. On a un ETF sur la génomique. La génomique, c'est définir à partir du karyotype, c'est-à-dire l'analyse de l'ADN humain, mais animal également, les maladies qui peuvent se produire demain. Bon, le monde post-Covid, effectivement, mais c'est un exercice intéressant. Hein, voilà, qu'est-ce qui va perdurer, qu'est-ce qui va s'accélérer après cette crise pandémique qui aura marqué évidemment les esprits de tout le monde. Merci beaucoup Régis d'être venu nous voir. Régis Jancovici, le fondateur de Luxavi avec nous cet après-midi en plateau et membre du Cercle des analystes indépendants.